Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vivendi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Vivendi. Ça fait plusieurs mois qu'on me demande d'analyser cette compagnie-ci et je vous dis exactement pourquoi je ne l'ai pas fait depuis. D'accord? Et pourquoi est-ce que je pense que ce que je vais faire ici aujourd'hui, c'est apprendre avec beaucoup de pincettes. Alors, la raison est simple en fait. Vivendi, c'est une compagnie qui détient d'autres entreprises. Donc, parfois, on peut l'appeler compagnie à portefeuille, holding. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une compagnie, en fait, quand vous l'achetez en date d'aujourd'hui, il y a une grosse partie également de ce qu'elle détient qui est, qui sera représentée dans les bilans. Donc, par exemple, si Vivendi détient des participations dans telle ou telle entreprise, ça ne se verra forcément pas sur les bénéfices nets ou bien sur les free cash flow. Et ça peut avoir une grande influence sur l'évaluation de l'entreprise. Je vous prends un exemple. Si quelqu'un prend les courbes de cette entreprise, il va se dire que Vivendi, c'est pas une entreprise qui a fait quelque chose d'extraordinaire depuis, regarde la courbe. Mais non, Vivendi d'ici n'est pas le même Vivendi d'aujourd'hui. D'accord? Et Vivendi de cette période-ci était un Vivendi qui était uniquement, dont la valeur dépendait uniquement de UMG, Universal Music Group. Donc, ça veut dire que celui qui a acheté du Vivendi à ce niveau-ci, si vous regardiez les rapports financiers, vous n'allez pas directement le voir. Si vous regardiez au niveau des bilans, vous allez vous rendre compte que, en fait, quand on prenait en considération, surtout vers les dernières années ici, quand Bill Ackman a essayé de prendre des participations parce qu'avant, UMG allait rentrer en bourse par un SPAC, des choses comme ça. Bref, je vous épargne tout le bavardage. Vous pouvez également aller retrouver ça sur Internet. Donc, Vivendi, en fait, quand vous preniez ses participations dans UMG et la valeur qu'on lui a attribuée, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en achetant du Vivendi ici aujourd'hui, vous obteniez le reste gratuitement. Et le reste, c'est quoi? C'est Avast, c'est Canal+, les participations dans Telecom Italia et tout le reste. Parce qu'ils ont des participations dans plusieurs entreprises également. Donc, en achetant du Vivendi à 30 euros, vous aviez le reste gratuitement. En achetant du Vivendi à 20 euros, vous avez seulement le reste gratuitement, mais encore une grosse partie de UMG avec une plus-value totale, une plus-value plus élevée. Donc, en vous basant sur les chiffres, donc sur l'analyse quantitative, vous allez rater énormément de choses sur certaines entreprises. Je dis toujours certaines choses ici. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif, c'est présenter les chiffres. Le qualitatif, c'est faire parler les chiffres. Parce qu'avoir un revenu, un bénéfice net de 1 milliard en date d'aujourd'hui, un dividende de 5%, ici aujourd'hui, une croissance des revenus de 20%, ça ne veut absolument rien dire si vous ne savez pas pourquoi. Et à quoi s'attendre à court terme. D'accord? Ça ne sert à rien. Et vous pouvez uniquement trouver cette information en lisant les rapports financiers. D'accord? Donc, je dis toujours ici qu'on présente ici les états financiers. Mais si vous voulez investir, il faut lire les rapports financiers. Les chiffres, c'est, disons, 40 à 50% du travail. D'accord? Et c'est même la partie la plus facile. En vrai, faire les chiffres, c'est très facile. C'est pour ça, parfois, quand vous me dites, je peux faire plusieurs vidéos la journée, parce que pour moi, c'est facile de lire les chiffres, en fait. C'est facile, parce que je sais également qu'il y a un piège derrière si je m'accroche uniquement aux chiffres. OK? Parce que ça, c'est le 50% ça, c'est 50% de, voilà. On va se dire que c'est 50% de l'analyse fondamentale. D'accord? Et moi, je pourrais même vous dire, disons même 40%. Selon moi, c'est 40%. OK? Le 60% restant, il est reparti entre le management, la stratégie, le management, la stratégie et les éléments qualitatifs. Les éléments qualitatifs, voilà, je le prends simple pour vous dire à peu près qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce que vous voyez à peu près à court terme ici, quelle est l'industrie dans laquelle on évolue, etc. Mais la stratégie du management, c'est celle qui... La croissance d'une compagnie dépend de la stratégie du management. S'il y a une mauvaise stratégie, ne vous attendez pas à des résultats extraordinaires. Et on a des exemples ici palpables. Par exemple, AT&T, la stratégie était mauvaise de faire une incursion ici dans le domaine des médias. Ce n'était pas nos cœurs de métier. C'est pour ça qu'on a perdu énormément d'argent. AT&T a acheté une entreprise qu'on appelle DirecTV. DirecTV qui est essentiellement une compagnie ici de câble distribution, même pas d'internet, de la câble distribution ici. Donc à la fin de la journée, avec l'avènement du streaming, elle s'est retrouvée avec un nombre de personnes, les gens... on appelle ça, ses clients préféraient de plus en plus aller vers le streaming. Et pour aller dans le streaming, il faut avoir également une partie d'Internet. Or, si vous avez négligé des investissements ici pour la fibre optique, des choses comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Donc, c'était un mauvais investissement d'acheter du DirecTV. Et s'il vous plaît, quand on achetait du DirecTV, le cord cutting existait déjà.
Et c'est le cord cutting qui compte. Donc, ça veut dire ceux qui se débranchent uniquement pour la télévision, le câble, etc. D'accord? So, quand vous prenez également l'incursion avec Time Warner, quand vous achetez du Warner Bros, excusez-moi, c'était une mauvaise idée parce que non seulement ça consomme beaucoup d'énergie de se concentrer sur le segment des télécoms, qui est un business qui demande énormément de dépenses en capital, et le segment des médias, quoique même si les marges sont assez élevées, on arrive à un mauvais moment, justement l'avènement du streaming. Et si vous n'avez pas été le first mover, vous devez dépenser dans le renouvellement ici de l'infrastructure au niveau des télécoms. Vous devez également investir massivement pour le segment média. Ça demande... et ces deux business qui sont totalement... Voilà, ils sont très différents. D'accord? Et tout le monde a fait... Verizon a fait cette erreur-là. D'accord? AT&T a fait cette erreur-là. OK? Parce que AT&T, à la fin, ils voulaient tous ressembler à du Comcast. Mais or, Comcast, voilà... Quand vous regardez bien ce qu'ils font, voilà, le câble et Internet sont très liés. D'accord? Câble, Internet et médias, ça c'est lié. Mais télécom avec, voilà, ça demande également une certaine expertise que peut-être vous n'aurez pas en si peu de temps. Donc, c'est pour ça que si vous vous accrochiez uniquement aux chiffres des TNT, vous étiez en train de faire une erreur monumentale. Et c'est la même chose avec Intel. La stratégie n'a pas été bonne pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce genre de situation-ci. Même si je pense que Intel est en train de faire la bonne chose ici aujourd'hui, mais si vous regardez les chiffres, vous allez vous dire que, oh non, regardez, les bénéfices nets sont en décroissance, regarde ici, la marge est en train de diminuer. Il faut savoir pourquoi est-ce que ça diminue. Et si ça diminue pour les bonnes raisons. D'accord? C'est ça un investisseur à long terme. Sinon, ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas loin. Si vous vous basez uniquement sur le quantitatif, ce n'est pas très différent de quelqu'un qui regarde des courbes. Ce n'est pas très, très différent. D'accord? Donc, je vous ai toujours dit, lisez les rapports financiers. Pour revenir à Vivendi, si vous regardez uniquement la partie quantitative, vous faites une erreur. Et j'ai toujours dit ici que le rachat de Vivendi par Bolloré est un cas d'école. Franchement, j'espère avoir le temps un jour, d'accord, de pouvoir en parler en profondeur, parce que c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Il a acheté un truc que personne ne voulait presque. Et pourtant, il y avait énormément de valeur à ce niveau-là. Quand il achète du Vivendi, Universal appartient déjà à Vivendi à cette période-là. Et Universal a été acheté il y a très très longtemps, si je ne me trompe pas. Peut-être si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas, c'était peut-être à la période ici des fusions et acquisitions ici, notamment avec le PDG qui n'est pas... C'était dans les années 2006, si je ne me trompe pas ici, c'était quoi? Comment il s'appelle encore? Jean-Marie Messier? JMM, Jean-Marie Messier, moi-même mec du monde, si je ne me trompe pas, je le voyais souvent dans les guignols ici. Mais il a fait énormément d'acquisitions. Mais dans ces acquisitions-là sont avérées parfois foireuses, mais dans ces acquisitions, il y a certains éléments ici qui aujourd'hui représentaient des joyaux, comme par exemple UMG. Et j'espère que je ne me trompe pas. Soit ça a été acheté sous Jean-Marie Messier, ou bien, je ne sais pas, c'était qui après? Jean-René Fourtou, un truc comme ça. Je le dis comme ça de tête parce que, excusez-moi, c'est un truc, je sais que dans les guignols, on se moquait beaucoup de Vivendi à un moment donné, une émission que j'adorais d'ailleurs. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand vous prenez du Vivendi, vous ne pouvez pas l'évaluer correctement en vous basant uniquement sur les éléments quantitatifs. Parce que dans ces éléments quantitatifs-là, il va peut-être manquer certaines choses. Maintenant, il faut poser la question, dans ces éléments quantitatifs que je prends, est-ce qu'on consolide la majeure partie est-ce qu'on consolide à 100% les entités qu'on ne détient pas, dans lesquelles on détient uniquement des participations, ou bien on les consolide à nos quotes-parts uniquement? Ou bien dans les bénéfices nets, ou bien dans les free cash flow. Est-ce que ça inclut la revente de nos participations? Est-ce que ça inclut les dividendes qu'on reçoit de nos différentes participations? Parce que si c'est le cas, il y a beaucoup de bruit dessus. Énormément. J'ai essayé de regarder les rapports ici, vite fait, semestriels. D'accord? Je me dis que c'est une entreprise qui pourrait rapporter à peu près 400 millions. Excusez-moi, semestriellement, c'est 400 millions. Non, annuellement, on peut se dire que c'est 800 millions. Ils investissent, présentement, la majeure partie du business, c'est... Moi, je le dis ici, la majeure partie du business, c'est Canal, Havas, et je pense que je ne me trompe pas, Prisma Group, si je ne me trompe pas, donnez-moi juste un instant. Oui, c'est Canal, Havas et Editis. C'est la majeure partie du business. En termes de chiffre d'affaires, bien sûr. Après ça, vous avez le reste, comme j'appelle les Prisma, les Gameloft, les Vivendi, Nouvelle Initiative et tout le reste. Ça, c'est le reste, en fait. Mais là où l'argent ici, la majeure partie des bénéfices nets, c'est ici. OK? Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça peut avoir même bien plus de valeur que ça. Est-ce que également à l'intérieur, ça prend en considération les participations vers d'autres entités? Point d'interrogation. Donc, en faisant l'analyse quantitative de Vivendi ou bien de Wendel,
dites-vous qu'on est en train de se peg littéralement parce qu'ici, est-ce qu'ils font ici du mark-to-market? Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'ils prennent en considération la valeur actuelle des participations qu'ils détiennent dans les entreprises qui sont publiques ici? D'accord? Donc, faites attention à ça. C'est la même chose si vous faites avec Lagardère, vous allez vous rendre compte, mais pourquoi est-ce que Bolloré achète Lagardère à ce prix? Quantitativement, vous allez vous dire que ça n'a pas de valeur, c'est bien plus élevé que ça. Mais quand vous regardez bien en profondeur, il y a peut-être des éléments qui sont importants dessus. Peut-être également, il se rend compte qu'en fusionnant nos différentes parties ici, notamment avec la partie achète, etc., on peut dégager des économies d'échelle qui pourront faire ressortir une valeur plus élevée que ça. Eux, ils regardent plus loin que ça. Donc, notamment, il faut comprendre le business derrière. Et vous ne pouvez pas comprendre le business en regardant les chiffres uniquement. On se base dessus et on fait le reste. Parfois, les gens font uniquement du qualitatif et ils le font même de la mauvaise façon. L'exemple des gens qui vont aller acheter du opium, du Navia, en se disant que c'est le next big thing. Alors que ces entreprises-là, du point de vue quantitatif, il n'y a rien aujourd'hui. Je parle également de Carmat, même si je pense que Carmat, ça pourrait être une histoire différente. Mais quantitativement, aujourd'hui, il n'y a rien. D'accord? Même quand même on veut investir dans une entreprise qui nous promet le next big thing, on recherche essentiellement une entreprise qui peut au moins s'auto-financer. Donc, qui a au moins la capacité de pouvoir financer elle-même sa dépense en capital. OK? Donc, vous comprenez pourquoi je suis très réticent à analyser Vivendi. Et il y a une personne, je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois, par exemple, la chaîne, Philippe de la chaîne Finance Academy, je pense qu'il connaît mieux Vivendi que moi. En profondeur d'ailleurs, parce que vous savez que pour ceux qui ont l'habitude de suivre les analyses de Philippe, vous savez qu'on quitte de l'historique déjà pour vous raconter à peu près quoi est-ce que l'entreprise, à quoi elle ressemble aujourd'hui, le management, la stratégie. Il en parle en profondeur. Donc, si vous voulez avoir une information sur Vivendi, et je le répète encore une fois, et j'espère que je ne vais pas me répéter, d'accord, allez sur la chaîne Finance Academy, d'accord, de Philippe, d'accord? Parce que moi, je pense que ce que je vais vous donner ici aujourd'hui ne rend vraiment pas justice à Vivendi. Franchement, ça ne rend pas justice à Vivendi. Et c'est pas que je pense que, je ne suis pas en train de vous dire que Vivendi vaut plus que ça, ni quoi que ce soit. Je pourrais vous dire que si je le fais de la manière quantitativement, je sais une chose, c'est que dans Vivendi, il y a beaucoup de choses que je vais rater. Par exemple, dans Vivendi, vous avez Dailymotion. Dailymotion qui était peut-être considéré comme un concurrent à YouTube. On ne l'a pas très bien utilisé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les investissements qu'on a en train de faire dans Dailymotion ne vont peut-être pas payer? Point d'interrogation. D'accord? Il faut faire attention. Les participations que Vivendi détient dans d'autres entités qui ne sont peut-être pas cotées ou bien qui sont cotées, combien est-ce qu'elles valent par rapport aux participations de Vivendi? Grosse question également. Donc, j'aurais beau analyser quantitativement l'entreprise ici aujourd'hui, mais je sais que je suis également limité sur cette analyse quantitative-là. Donc, faites attention, s'il vous plaît. N'appelez pas l'analyse fondamentale en vous basant uniquement sur les chiffres et vous allez appeler ça analyse fondamentale. C'est une analyse quantitative. Tant que vous ne faites pas parler ces chiffres-là, ça ne vaut rien du tout. Je peux prendre du ArcelorMittal. On a de gros revenus ici aujourd'hui, des gros bénéfices, mais tant que je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est durable, c'est de l'analyse quantitative et ça ne veut rien dire du tout. D'accord? Parce que notre rôle, c'est d'anticiper, ce n'est pas de regarder dans le passé. On se base sur le passé ici, ou bien sûr le passé récent ici, pour essayer de voir à peu près si une entreprise est disciplinée, si elle a l'habitude à peu près de ramener à peu près des free cash flow qui sont stables et croissants, ou bien des bénéfices nets, si elle gère bien sa dette, etc. Si elle a l'habitude d'être bien gérée. Mais maintenant, nous, on investit dans le futur, donc on doit écouter ce que le management dit en se posant des questions de savoir est-ce qu'ils prennent la bonne décision en date d'aujourd'hui. Ok? Vous allez prendre par exemple Canal+. Les Canal+, ils gagnent plus d'argent où? En Afrique ou en France? Si on parle de la France, dites-vous qu'il y a un risque, notamment avec l'avènement du streaming. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Le cord-cutting également, ça va exister en Europe. Ce n'est pas qu'un truc pour les États-Unis, quelque chose qui existe uniquement aux États-Unis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne regarde pas la télévision. Je paye une télévision, je paye la télévision par câble, mais je ne regarde pas. Tout simplement parce que ça vient avec Internet et mon téléphone. Et voilà, comme je vous l'ai dit ici, ce sont des services combinés qu'on va vendre. Si mon service de téléphonie ici, pour ceux qui sont au Canada, par exemple, Bell va vous vendre la télévision, d'accord, la télévision par câble, Internet, la téléphonie mobile. Les 3 services en un. Je vais me dire, OK, pour $100, c'est un exemple, j'aurai tout ça. Alors que si je dois acheter les services séparément, j'aurai peut-être la télévision à $50, Internet à $50, le téléphone, la téléphonie mobile à $50. On s'entend que ça fait déjà 150, alors que Bell me propose à $100. Donc, les services combinés également peuvent avoir un impact sur Canal. Donc, il faut déjà regarder à long terme comment est-ce que ça pourrait changer, qu'est-ce que le management fait ici aujourd'hui. En Afrique, ne vous inquiétez pas, je viens de là, et c'est pas demain la veille que nous, on va mettre la télévision de côté. Donc, la télévision a encore un bel avenir, mais jusqu'à quel moment? D'accord? D'accord?
Également, ils investissent, ils ont également un service d'Internet haute vitesse, etc. Ça peut être un relais de croissance. OK? Donc, il y a beaucoup d'éléments à regarder en profondeur sur cette compagnie-ci. Donc, je ne pense pas qu'en regardant Vivendi du point de vue quantitatif ici, uniquement, je vais rendre justice à cette compagnie-ci. OK? Donc, faites attention à ça. Ça me permettait ici de parler d'analyse quantitative. Et maintenant, quand je vais faire une analyse quantitative, je me base au moins sur les petits trucs que j'ai pu lire, tout en me disant qu'il faut que j'aille encore plus en profondeur que ça. Pour moi, ici, c'est une entreprise qui pourrait rapporter au moins du 800 millions par an. Actuellement, ici, vous vous rendez, et s'il vous plaît, c'est une entreprise, depuis 2015, ici, c'est une entreprise à peu près qui fait du 1 milliard à peu près, du 900 millions par là. OK? Sur les 5 dernières années, sur les 3 dernières années, on est à peu près à 900, également 900 millions par là. Donc, moi, je dis 800 millions parce que je me rends compte qu'avec en revendant ici UMG, il y a une partie de bénéfices, des free cash flow qui disparaissent, etc. Donc, on va se mettre à 800 millions. D'accord? 800 millions en date d'aujourd'hui. OK? Pour cette entité, si c'est une entité que généralement le marché va payer à 13 fois, 15 fois les bénéfices par là, en prenant ici les price to free cash flow. Et encore, c'est une entreprise qui a beaucoup changé. Est-ce qu'il serait judicieux de l'analyser de cette façon? Par exemple, comme vous allez prendre les price to earning, ça va vous donner ce genre de choses. Si ce n'est pas la meilleure façon d'analyser cette entreprise-ci, il faut regarder ici du point de vue ici des price to free cash flow. OK? Donc, quand on prend en considération les price to free cash flow ici, voilà, pour ceux qui vont aller fouiller, on va trouver quelque chose en tout de 13 fois les bénéfices par là. 13 à 15 fois les bénéfices par là. Et encore, il faut se poser la question si c'est judicieux de s'échanger à ces niveaux-là. Sur les dernières années, on met 22 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années ici, on met 20 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on met? On met à peu près, vous voyez combien? 10 fois les bénéfices. Je le zoome ici, non, même pas. Ça fait à peu près 10 fois les bénéfices. Donc 20 dernières années ici, oui, 10 fois les bénéfices. Donc vous voyez que ça a changé entre-temps. D'accord? Donc moi, je prends 15 fois les bénéfices. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. 15 fois les bénéfices. Si c'est 20, tant mieux. D'accord? Si c'est 30, tant mieux. Mais je prends 15 fois les bénéfices. Multiplié par 800 millions, d'accord? Moins la dette nette actuelle qui, je pense que si je suis ça par rapport à ce que j'ai pu lire, si on est aux alentours de 1 500 000, d'accord? 1 700 000. Je veux mettre ici 1 800 000. Moins 1 800 000, d'accord? Donc, admettons 1 800 000 ici, ça me donne à peu près combien? Ça me donne à peu près quelque chose comme 10 milliards 200. 10 milliards 200 divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, 10 milliards 200. Le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, il rachète beaucoup des actions ici parce qu'il sait que le rachat d'actions est parfois meilleur que le versement d'un dividende. D'accord? Et c'est Bolloré. C'est pas un idiot. Faites très très attention. C'est vraiment pas un idiot. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, aller analyser le jour, l'acquisition de Vivendi ici par Bolloré, c'est un cas d'école. C'était un très bon move. OK? Parce que regardez bien les actifs qu'il a obtenus pour ce qu'il a dépensé. Regardez bien. Donc ici, vous allez voir, on a à peu près 1 milliard, on a à peu près 1 milliard d'actions. Donc on divise ici par 1 milliard 40, d'accord? Ça vous donne ici à peu près une valorisation aux alentours des 8, 9, disons 10 euros par là. Environ 10 euros. Et j'ai été gentil au niveau du PER. Au niveau des free cash flow ici, je vous ai dit ceci, j'ai pris en considération des free cash flow moyens. Et encore, c'est une entreprise qui rachète, dernièrement, je pense qu'ils ont racheté Lagardère, ou bien ils sont en processus de rachat ici. Quel est l'impact sur les free cash flow à long terme? Où est-ce que le management veut nous amener? Dans quel genre de compagnie ils aimeraient former demain? Est-ce qu'ils ont l'intention de revendre certaines entités ici? À quoi Bolloré devrait ressembler à long terme? Si vous voulez ce genre de réponse-là, allez poser la question à Philippe de Finance Academy. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, quand on va prendre ici Finance Academy. Philippe, okay, on va mettre ça, je pense qu'on va retrouver ici. Je pense qu'on va mettre Bolloré ici. Finance Academy, on va trouver. Et on met à côté, par exemple, Vivendi. Ou bien compagnie de l'Odès, je pense que les deux sont liés de toutes les façons. Donc, on regarde à peu près ce qu'il en a parlé ici. Donc, il vous présente Bolloré ici et stratégie sur Vivendi. Donc, allez-y suivre cette information, cette vidéo-là. C'est très important. Je pense que vous allez apprendre plus que la vidéo présentement ici aujourd'hui. OK? Donc, si on se base uniquement, retenez que si on se base uniquement sur les éléments quantitatifs, je dis bien quantitatifs, on fait une erreur. Il faut se baser sur les éléments quantitatifs et qualitatifs. Et comme je l'ai dit, le quantitatif ici, c'est 40% du travail. C'est 40% de l'analyse fondamentale. D'accord? Et c'est la partie la plus facile. Le qualitatif, c'est 60% du travail et c'est la partie la plus chronophage. D'accord? Parce qu'analyser Vivendi, tu ne peux pas le faire en une semaine. Sérieusement, je ne peux pas faire ça en une semaine. Ça me prendrait, en tout cas, poser la question à quelqu'un qui l'a fait réellement, pas quelqu'un qui va lire les chiffres ici. Je peux lire les rapports financiers en un jour, ça ne me dérange pas. Mais il faut écouter les conférences call, il faut les analyser.
Il faut essayer de vous dire que voilà ce qu'il disait en telle année, voilà ce qu'il disait cette année-ci, où est-ce qu'il pourrait s'en aller présentement par rapport à l'environnement actuel. Pourquoi est-ce qu'ils font cette acquisition-ci? Ça prend du temps. Il y a des gens qui suivent une entreprise ici depuis une vingtaine d'années. Et je pense que sur Vivendi, Bolloré, compagnie de l'Odège, je pense que Philippe suit cette entreprise depuis plusieurs années. OK? Donc, je pense qu'en suivant cette vidéo, vous allez comprendre ici pourquoi, ce que je fais ici, là, c'est, voilà, ça demande un peu plus, voilà, il faut un peu plus creuser pour essayer d'analyser un Vivendi ici. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'avec l'analyse quantitative, vous ne pouvez pas faire de bons résultats, mais investir à long terme, sans lire les rapports financiers, c'est dangereux. C'est dangereux. D'accord? C'est comme donner le volant de votre voiture à un aveugle. Ça ne va pas fonctionner du tout. D'accord? Et je n'ai pas de problème avec les aveugles, mais vous savez qu'à la fin de la journée, c'est quelque chose, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc pour moi, ça n'a pas de sens de regarder uniquement le quantitatif sans regarder le qualitatif. Parce que le qualitatif en question, s'il vous donne de mauvaises informations, le quantitatif doit être ajusté en conséquence. Donc, comme par exemple, je prends l'information concernant toutes les entreprises dans le secteur ici du pétrole. On gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui. Est-ce que ça va durer? C'est la question qu'on se pose. Et quand on pose cette question, est-ce que ça va durer? Il faut regarder en profondeur. Quand on va regarder du Stellantis, pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup de cash présentement? C'est la question la plus importante. Ce n'est pas juste le fait de regarder Stellantis avec un dividende de 7% ou des choses comme ça. J'ai pas envie de dire que c'est bête, mais ça n'a pas de... Pour une analyse fondamentale, ça ne veut rien dire du tout. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Ça n'a aucune importance si vous ne liez pas ça avec des éléments quantitatifs, avec des éléments qualitatifs. L'analyse quantitative et l'analyse qualitative vont ensemble. Les deux sont indissociables pour investir à long terme. Donc, sur Bolloré, ici, aujourd'hui, quoique quantitativement, on pourrait se dire c'est 10 euros en date d'aujourd'hui. On ne surpaye pas, mais ça ne veut clairement pas dire que Bolloré est correctement évalué. Elle pourrait même être sous-évaluée. D'accord? Très sous-évaluée même. Et ça vous demande également de la lecture, d'accord? Parce que imaginez que Bolloré détient des participations dans des entreprises, par exemple, qui ont détient peut-être 25% dans une entreprise qui est cotée en bourse et qui a peut-être une valorisation actuelle de 10 milliards. Ça fait déjà 2 milliards 500 qu'on pourrait mettre en caisse. Et si cette entité-là, elle-même est sous-évaluée, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose qui arrive avec du Prosus aujourd'hui, sauf que le Prosus vous fait à peu près du mark-to-market ici, ce genre de choses. Donc c'est peut-être un peu plus facile au niveau du Prosus. Mais encore, même au niveau du produit, il faut se poser la question ici que est-ce que l'entité principale ici qui nous rapporte de l'argent est sous-évaluée, comme le Tencent par exemple. Je pense que Tencent est sous-évalué, c'est même pas une question par rapport à ça. Et Tencent, on parle des vraies actions Tencent ici. Donc pour investir dans Tencent, j'investis dans Prosus et je dors sur mes deux oreilles. Ok? Donc l'analyse fondamentale, les amis, voilà. Vous comprenez pourquoi quand un particulier essaie de faire du stock picking, s'il n'a pas de temps, franchement, ça ne sert à rien. Achète-toi un ETF et reste tranquille. Parce que ça prend du temps. C'est également rémunérateur. Mais les gens négligent souvent la partie qui demande de faire une analyse approfondie d'une entité. Ça demande du temps. Et je vous ai toujours dit sur cette chaîne, et j'insiste toujours, que si vous n'avez pas le temps, d'accord, si vous n'avez pas l'envie, ni le temps de lire les rapports financiers, soit vous vous faites aider, donc en prenant un service d'analyse qui va faire le travail pour vous, etc. Vous n'avez qu'à décider si j'achète ou pas. D'accord? Ça réduit à peu près vos temps de recherche. D'accord? Ou vous achetez un ETF et vous restez tranquille. D'accord? Parce que parfois, je vois des gens, quelqu'un te dit qu'il possède 50 actions. Personne, excusez-moi, mais posséder 50 actions, les suivre, ça demande du temps. Et si quelqu'un vous dit qu'il passe 2 heures de temps à le faire, il ment. Il ment. D'accord? Posez la question, je ne sais pas. Le jour où Philippe va faire un FAQ, d'accord, posez-lui la question combien de temps ça prend pour analyser une entité. D'accord? Je n'aimerais pas vous mentir, mais ça ne prend sûrement pas 2 jours, ni même une semaine. Vous pouvez même faire 1 an et vous n'arrivez même pas à comprendre une entreprise. Vous restez juste au niveau de la description, parce que c'est très complexe. C'est très complexe. Parfois, certaines entreprises sont complexes à analyser. Parfois, certaines entreprises, moi, je les évite parce que les banques, par exemple, je ne veux rien avoir à faire avec. Les compagnies à portefeuille, je ne veux rien avoir à faire avec. La seule entité que je peux encore tolérer, c'est Berkshire Hathaway. D'accord? Et je ne vous ai pas dit que Berkshire Hathaway, c'est une opportunité ou quoi que ce soit. Non. C'est Berkshire Hathaway que je peux encore tolérer parce que je pense que je peux comprendre à peu près qu'est-ce que c'est que Berkshire Hathaway. Parce que j'ai pris la peine au moins de regarder à l'intérieur pendant plusieurs mois. D'accord? Plusieurs mois. Ok? Donc, faites attention. Donc, j'ai pris cette vidéo aussi pour donner l'exemple ici de Bolloré, qui est de Vivendi, qui est une entreprise qui est un tout petit peu complexe à analyser. C'est pas comme ça pour toutes les entreprises. Mais je vous ai toujours dit, quantitatif, c'est bien,
mais ça vient avec le qualitatif. Les deux sont indissociables. On ne peut pas faire le qualitatif sans le quantitatif. Et dans le qualitatif, il y a des éléments qu'il faut également regarder au niveau du management et de la stratégie. Parce que c'est la stratégie qui définit la croissance, la vision à long terme. Si vous n'êtes pas d'accord avec la stratégie, la croissance passée ici n'a aucune information. C'est pour ça que je ne vous... Pour la croissance ici, passée, tout ça, je ne prends plus la considération de la croissance ici quand je vous les présente dans mes différentes analyses ici, parce que cette croissance-là pourrait changer du tout au tout si la stratégie n'est pas bonne. Et on ne peut pas vous parler de stratégie ici en vous faisant une vidéo de 10 minutes ici sur une entreprise. Enfin, après avoir lu plusieurs mois ici, c'est possible, qu'on le dit ici, ou bien plusieurs semaines. Donc, maintenant, vous savez que pour Vivendi, pour moi, c'est pourquoi est-ce que je ne l'ai pas analysé depuis plusieurs mois ici, parce que je trouve que ça ne rend pas justice à l'entreprise de l'analyser de cette façon-là. OK? Donc, néanmoins, on pourrait se dire qu'en date d'aujourd'hui, 10 euros n'est pas un mauvais prix. D'accord? Ne faites attention, c'est pas parce que quelqu'un a payé 30 euros pour Vivendi qu'il a forcément perdu de l'argent entre-temps, hein. Parce que si vous n'étiez pas sur Vivendi, depuis vous ne pouvez pas savoir à peu près qu'est-ce que la scission avec UMG a rapporté. Donc je vais me limiter là ici aujourd'hui concernant le dividende, etc. Le management également doit être important ici. Est-ce que le dividende il est safe, etc. Moi je dirais que le dividende il est safe ici. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, c'est à peu près près de 10% ici, près de 10% de rendement ici. Je vous rappelle que c'est 800 millions qu'on peut rapporter ici à peu près par an, si je ne dis pas de bêtises ici. Mais comme je vous l'ai mentionné, faites attention, lisez en profondeur cette entreprise si ça vous permettra ici de pouvoir être à peu près serein pour investir à long terme. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.